mesdames et messieurs, de vous retrouver ce mercredi pour Web Presse, car dans Web Presse, on est entouré des compétences de mon pays, des intelligences de mon pays. Aujourd'hui, je suis entouré de Jean-Pierre Kayembe de la RTGA. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Hein. Ça va la RTGA? Tout va bien et content de faire ma rentrée 2016 sur le plateau de Web Presse. Ça m'a manqué énormément et j'en profite pour présenter mes vœux à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup et je suis avec une grande dame que nous appelons affectueusement Dada, Gudule Boilia de l'Objectif et de la RTNC. Bonjour Gudule. Bonjour Paulette. Très heureuse d'être avec nous. Et nous allons terminer, mesdames et messieurs, par une intelligence fine. En tout cas, entre nous, on se jette le fleur. Et moi, je la remercie tout le temps parce que à la rédaction de Conweb Télévision, je crois que vous ne la ratez jamais. Tous les jours, c'est vraiment le grand reporter de terrain pour Conweb Télévision. Vous l'avez sans nul doute deviné, il s'agit d'Élisée Oudia. Bonjour Élisée Oudia. Bonjour, je vous appelle fréquemment Madame Paulette. Essentiellement, comme on est sur le plateau, je dirais bonjour Paulette et heureuse de retrouver les téléspectateurs de Web Presse également. Voilà, moi je suis toujours très contente d'être entourée des intelligences de mon pays. Nous allons parler en tout cas de trois grands thèmes. Nous allons parler du dialogue, évidemment, mesdames et messieurs, ça ne peut pas manquer. Nous allons parler de l'hommage que la nation devrait, entre guillemets, rendre aux grands de notre pays. Et nous allons terminer évidemment par un petit dossier, une petite affaire qui se passe dans le monde de la presse entre un politique et un journaliste. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, Jean-Pierre Kayembe, 15 ans déjà que le président Kabila est là. On a eu déjà combien de dialogues lors de sa présidence déjà? Non, sous les règnes de Joseph Kabila, jusque-là, pour parler, on peut en compter officiellement deux. Enfin, on a eu d'abord Sun City. Les concertations. On a eu les concertations en 2013 et puis il y a un autre dialogue qui profile à l'horizon, donc ça va faire 4 ans. Donc ça va faire 3. Ça va faire 3 dialogues. Et chacun de ces pourparlers avait été convoqué ou organisé dans un contexte précis et déterminé. On sait que quand Kabila prend le pouvoir en 2001, on se souvient encore de ce fameux 26 janvier 2001, on sait que le pays était en guerre, le pays était envahi par des forces étrangères. Il a pris le pouvoir dans un contexte excessivement tendu et qu'il fallait à tout prix chercher à négocier le retrait inespéré de ces troupes étrangères, chercher à réunifier le pays, chercher à mettre tous les belligérants autour d'une table. Depuis 1998. Hein. Oui, depuis le 2 août 1998. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on se retrouve à Sun City pour ce dialogue intercongolais qui a débouché sur un gouvernement, la formule 1+4, ce qui a fait du pays le seul pays au monde à avoir été dirigé pendant 3 ans par 5 personnes, un président et 4 vice-présidents, et puis un gouvernement éléphantesque d'au moins 60 ministres. Donc c'est une expérience inédite, jamais vécue à travers le monde. Et après ça, on sait que Joseph Kabila a eu le courage, il a tenu, il y a eu les élections, les premières élections dites démocratiques, transparentes, crédibles en 2006, ce qui a fait de lui le tout premier président élu du pays. On enchaîne jusqu'en 2011. On a eu les élections en novembre, élections que d'aucuns ont qualifiées de chaotiques. Le tout premier président, il faut quand même remonter l'histoire. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Dans ce pays, il n'y a jamais eu d'élection. Kassavoub n'a jamais été élu. Élection au suffrage universel direct, non. Non. Kabila est le tout premier. Indirect, oui. Kabila est le tout premier. Alors, il nous amène encore à un autre cycle électoral en 2011. On connaît ces 28 janvier, ces 28 novembre. On a eu des élections qu'on a qualifiées de chaotiques et des ceci, c'est là qui ont accouché de ce qu'ils ont accouché. Aujourd'hui, on a un Kabila qui a pratiquement épuisé son bail à la tête du pays, du moins pour l'instant, parce que le peuple peut toujours en décider autrement. Ce qu'il faut mettre à son actif, c'est la croissance économique, 8,4%. Mettre à son actif, c'est cette réunification du pays, c'est cette démocratie aujourd'hui. À travers le média, on a 2 gens qui passent, qui parlent, aussi bien mal qu'en bien. Personne n'est arrêté pour ses propos tenus. Aujourd'hui, on a cette ouverture diplomatique
La RDC qui était isolée diplomatiquement aujourd'hui, sa voix est entendue à travers les mondes. Aujourd'hui, on est dans toutes les institutions internationales. Kabila, 15 ans après, le bilan il est positif, partiellement positif, même si le reste, beaucoup reste à faire. Le reste à faire. Gudule Boualia, 15 ans déjà, et aujourd'hui, la RDC est partagée en deux. Il y a aujourd'hui les pro-dialogues et les anti-dialogues. Et aujourd'hui, il y a plusieurs slogans hein, qui circulent dans la ville de Kinshasa, genre Oumela, genre Totondi, genre, il y en a beaucoup hein, qui circulent. Est-ce qu'aujourd'hui, comment réunifier, en tout cas, ces deux catégories de la population, les pros et les anti-dialogues? Bon, je sais au moins, Paulette, qu'il y a une chose, c'est tout le monde qui veut le dialogue. Il n'y a personne qui refuse le dialogue. Et les anti-dialogues, il y en a vraiment qui sont bien. Quand on parle des anti-dialogues, ce sont des personnes qui ne veulent pas du contenu qu'on donne au dialogue. Mais je crois que même lorsqu'on demande à ce que le dialogue se passe au niveau de la CENI, c'est toujours un dialogue parce que ça sera la majorité, la société civile et tout. Donc, ça veut dire que tous les Congolais sont pour le dialogue, mais c'est les contenus qu'on donne au dialogue. Et ce que les autres estiment que c'est donner, on essaye de donner la main à quelque chose qui est presque à sa fin. Mon confrère ici parle, il dit que Kabila a épuisé à moins que le peuple n'en décide autrement. Mais aujourd'hui, pour qu'on parle que le peuple puisse décider, c'est-à-dire là on doit aller encore au référendum. Parce que le peuple a déjà décidé. Dans la Constitution, le 16, cette année, il est en train d'épuiser son mandat. Il y a eu 2 élections. On l'a voté la première fois et la deuxième fois. Maintenant, il a épuisé. Donc, le dialogue doit prendre une autre forme de connotation. C'est pour peut-être préparer son départ, c'est pour peut-être préparer l'avenir du pays. Est-ce qu'il doit partir par les armes? Est-ce qu'il doit partir calmement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'après son départ? C'est peut-être la manière d'échanger le contenu du dialogue. Le contenu, le chef de l'État a été assez clair. C'est le processus électoral. Voilà, si c'est le processus électoral, si c'est juste ça, et je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas d'accord. Peut-être qu'on ne sait pas lire ce qu'il y a entre les lignes du processus électoral. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui donnent raison aux autres. Quand vous parlez de tout ce que vous dites comme slogan ou méla, et c'est ça, ce ne sont pas des langages qui aident et qui appellent à ce que les autres acceptent les dialogues. Parce que lorsqu'on demande, on veut parler de dialogue, et en même temps le partisan parle d'autres choses, ça ne peut pas pousser les autres à venir. Ils se disent que nous allons cautionner ou donner une caution morale à quelque chose qui, en fait, existe déjà. Donc, s'il faudrait que nous puissions aller au dialogue, les camps présidentiels doivent mettre de l'eau dans son vin et arrêter d'avoir avoir ces derniers temps. Voilà, et puis plusieurs formules. Demain, on entend un homme politique qui passe, qui dit « Ah non, on veut encore Kabila, on te désire ». Le lendemain, non, ça ne pousse pas les autres à accepter les dialogues. Élisée Odia, vous avez fait le portrait remarquable d'Edem Kodjo sur Congo Web Télévision. Pour vous, Edem Kodjo est vraiment l'homme qui peut réunir ces deux franges de la population aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, mais je voulais revenir un peu par rapport aux 15 ans de Kabila, parce que j'ai quand même eu l'occasion de parler avec certains, et ils m'ont posé la question, certains politiques, ils vont me dire, pourquoi vous parlez de 15 ans en fait? En 2001, il était peut-être président, mais il n'était pas seul à gérer. C'était une gestion collégiale. Les gens se posent la question, mais pourquoi on parle de 15 ans de Kabila? Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'on doit vraiment mettre ces 5 premières années en tenir compte à l'actif ou prendre comment dire, le bilan de Kabila en incluant ces 5 premières années quand on sait que pendant 3 ans, pendant 4 ans, il n'a pas eu à gérer seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire on ne gère pas le pays seul, mais il a quand même eu 4 vice-présidents. Mais je crois que c'est quand même une matière à réflexion. Est-ce qu'on doit-on parler de 15 ans ou doit-on commencer à compter à partir de 2006, de 2006? Parce que c'est vraiment là où il a été élu
de manière démocratique, transparente ou pas, diront certains, mais c'est quand même, c'est à partir de 2006 que Joseph Kabila a eu mandat ou cutus de la part de la population pour commencer vraiment à exercer. Je reviens sur Edem Kodjo, j'ai quand même eu, comme vous avez dit, à faire le portrait de cet homme. Je doute, pour avoir peut-être parlé aux uns aux autres, je doute fort qu'il arrive quand même à résoudre l'énigme RDC, parce que la RDC, qu'on le veuille ou pas, ça c'est pas n'importe quel pays. C'est vrai qu'il a été mis à profit par rapport à plusieurs conflits. J'en parle là tout récemment au Burkina Faso. Mais là, je crois que les deux parties étaient plutôt partants. Mais là, on se retrouve devant une complexité. J'ai d'ailleurs peur par rapport à son action. Il est parti, il a eu des rencontres, mais pas les rencontres, parce que je crois qu'il a fait du surplace. Il n'a fait que rencontrer des gens qui étaient pour. Au fait, ça n'a pas avancé. Si, il a rencontré quand même MLC, il a rencontré le MLC, on sait en catimini. D'ailleurs, ça pose un problème dans la dynamique, parce que, d'après les informations qu'on a, Edem Kodjo était déjà de l'autre côté à Brazzaville, quand il a été rappelé rapidement pour recevoir quand même en catimini le MLC. Pourquoi c'était en catimini? Parce que déjà la dynamique ne voulait pas. La dynamique avait dit qu'on ne va pas le recevoir. Et quand le MLC passe derrière une décision de la dynamique, reçoit un peu en catimini, il faut qu'on se le dise, parce que c'était pas au vu au sud de tout le monde, ça pose déjà un problème, et donc on commence déjà à parler de fissures au sein de la dynamique. Donc c'est vrai qu'il a reçu le MLC, mais le MLC est resté campé sur ses positions, c'est-à-dire la position que la dynamique de l'opposition, le Front citoyen, a, c'est-à-dire on ne va pas participer au dialogue, le dialogue est inopportun. Moi j'attends cette magie, je ne sais pas comment il va s'y prendre. Je doute fort, mais je ne sais pas, peut-être on risque d'être pessimiste, mais je crois que la magie ne va pas s'opérer avec Edem Kodjo. Ce que j'attendais, c'est-à-dire rencontrer les Antilles, ceux qui sont à l'extrême. Et là, il n'a pas fait. Les extrémistes sont restés campés dans leur position. Il est venu, il a vu. Peut-être qu'il va voir Tshisekedi, mais il n'aura rien fait. Il a juste fait ce que le président Kabila avait déjà fait avec les consultations. Donc, on n'est pas avancé par rapport à la facilitation. Donc, on est en train de faire du surplace. Et Edem Kodjo, c'est quelqu'un dans son pays qui a toujours été du côté de pouvoir. Il était un grand opposant. Il a toujours été un opposant un peu versatile et quelqu'un qui est prêt à... On en a comme ça, des opposants ici, qui est toujours prêt à se rallier du côté du pouvoir. C'est quelqu'un qui est trop proche du pouvoir et il a toujours pris la position. Disons, ses positions. Il est déjà pro-dialogue. C'est quelqu'un qui est déjà pro-dialogue. Et en fait, il représente aussi l'Union africaine. On sait ce que c'est l'Union africaine. L'Union africaine n'a jamais... C'est un syndicat de présidents. Ils n'ont jamais condamné les présidents, que ce soit des dictateurs ou quoi, ou là on voit du côté du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour envoyer, pour apaiser toutes les tensions qui sont là? Alors, toutes ces choses-là ne donnent pas... n'apaise pas l'opposition. Et je vois très mal ces messieurs réussir à amener ces gens à... Et je voulais ajouter quelque chose qu'elle a parlé par rapport au président Kabila. Si on doit compter 15 ans du président, on les compte à partir d'aujourd'hui, parce que même s'il a géré avec 4 personnes, il a été président de la République. Dès le mois de janvier, dès l'assassinat de son père. Il est président. À partir de maintenant, on compte, ça fait 15 ans qu'il est là. Qu'il ait co-géré ou pas, il a pris des décisions. Pendant les 5 ans, il a pris des décisions, il a pris... c'est sous sa présidence qui a eu les concertations, c'est sous sa présidence qui a eu plusieurs décisions aussi qui ont été prises. Mais qui ne dépendaient pas totalement de lui, c'est pas on ne peut pas le dire. On peut tout carrément le rejeter. On ne peut pas, on le met à son actif. C'est lui le président. C'est lui qui donnait la dernière main. Les autres, c'était des vice-présidents. Il lui envoyait des décisions et c'est lui qui donnait qui signait les décisions. Jean-Pierre Kayembe, on relève un fait. Edem Kodjo est-il pro-dialogue? Donne-t-il l'impression d'être pro-dialogue? Bon, en fait, je crois qu'il va falloir requalifier la mission même d'Edem Kodjo, la mission lui confiée par l'Union africaine. Il a été envoyé d'urgence à Kinshasa pour consulter les partis en vue de la tenue du dialogue. Ça, c'était la mission lui confiée. On n'a pas dit de lui qu'il est facilitateur
On n'a pas dit qu'il est médiateur, mais il est venu consulter. Et puis, qu'il vous souvienne que ce n'est pas à l'Union africaine qu'on a adressé la demande de médiation. La demande formulée par les partis était adressée aux Nations Unies. L'ONU a dépêché son envoyé dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit, qui a consulté, qui a fait le travail, presque le travail similaire à celui fait par Kodjo. Il a consulté presque toutes les tendances, il est rentré. Il a déposé son rapport sur la table de Ban Ki-moon. Qu'est-ce que Ban Ki-moon attend pour désigner le médiateur? On ne sait pas. Alors, moi je crois que l'Union africaine s'est auto-invitée sur un terrain, d'autant plus que ça brûle sur son territoire. On ne peut pas comprendre qu'il y ait crise ou tension dans un pays donné et que l'on pense que la solution ne peut venir que des Nations Unies, alors qu'une organisation panafricaine est là, quoi qu'elle ait qualifiée tantôt de syndicats, de défenseurs, de chefs d'État et consorts. Je sais que l'Union africaine a joué un rôle très important dans certaines crises, quoi que l'on colle à Kodjo, son passé sulfureux, entre guillemets. Mais je crois que son travail était de s'enquérir, son travail était de s'enquérir de l'avancement du dialogue. Donc c'était ça, sa mission. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas consulté tout le monde avant qu'Élysée ne parle? Kodjo est venu à une mission exploratoire. Donc, il y a de ceux-là qui voulaient le rencontrer, qui ne l'ont pas rencontré parce que, déjà qu'il avait un séjour très limité, il a rencontré les acteurs clés. Il a rencontré l'UDPS, il a rencontré les autres. Bon, c'est de leur droit, la dynamique, de ne pas vouloir le rencontrer, mais il a fait l'essentiel. Il sera sur Bruxelles, je crois, cette semaine ou avant, de toute façon avant la fin du mois, parce qu'il doit déposer son rapport chez Zuma, qui doit les déposer à son tour au sommet des chefs d'État qui est censé se tenir au mois de février, début février. Donc, j'en connais qui étaient prêts à le rencontrer. J'en connais, même on sait même de la dynamique, qui étaient prêts à les rencontrer. Parce que, pourquoi ne pas les rencontrer? Si on sait qu'on a des avis de position anti-dialogue, on a quelqu'un en face de nous. Parce que, comme nous, on ne se fait pas confiance, on se soupçonne. On pense que la solution ne peut venir que de l'extérieur. Mais on a un étranger qui est venu. Nous n'avons qu'à le rencontrer. Lui dire ce que nous pensons. Avant de passer à autre chose, je rajoute quelque chose en parlant de cette fameuse communauté internationale. C'est vrai que le terme est assez complexe et assez vaste. Je pense que l'Union africaine fait partie de cette communauté internationale. Oui. Et il ne faut pas qu'on ignore. On a entendu, par exemple, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dire que Eden Kodjo avait son soutien. Donc, implicitement, automatiquement, il avait le soutien de Ban Ki-moon. Quand c'est un représentant du secrétaire général qui dit ça, alors venez pas nous dire qu'il n'avait pas le cutus de Nations Unies. Il ne faut pas que Ban Ki-moon passe à la télé ou écrive un communiqué pour qu'ils vous disent non, je ne suis pas. Et je crois qu'avec cette nouvelle façon de faire ici, il faut comprendre quelque chose. La donne au niveau de la gestion des choses ou des conflits au niveau des Nations Unies a quand même changé. Ce n'est plus les Nations Unies au niveau des États-Unis ou de New York qui décident. Maintenant, ils agissent particulièrement au niveau des sous-régions. Vous avez la CIRGL. Quand il s'est agi du M23, on nous a demandé d'aller auprès de la CIRGL. Quand il y a eu des problèmes au niveau de Burkina, on vous a demandé d'aller au niveau du CEDEAO. C'est-à-dire, les Nations Unies agissent même au niveau des sous-régions, et quoi de plus normal que les Nations Unies puissent agir au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'Union africaine. Donc tout cela, ça fait partie de l'Union africaine. Alors faire un débat autour, oui, il n'a pas été mandaté par Ban Ki-moon parce que c'est pas Ban Ki-moon qui a écrit une lettre. Je crois que c'est vraiment pas ça. Est-ce que c'est cela le problème? Il a lui-même dit que l'Union africaine s'est auto-invitée. Puisque les Nations Unies avaient déjà fait le travail, c'est-à-dire de consultation. C'est un travail de trop. Pourquoi est-ce que ces gens doivent voir alors qu'on n'arrive pas à trouver la solution? Le rapport qu'on a fait aux Nations Unies n'a pas encore révélé les décisions où c'est déçu, et directement on envoie encore quelqu'un d'autre. C'est comme si il y a un couple qui veut divorcer, on envoie d'abord les parrains, après le parrain on dit non, que les témoins viennent encore aussi poser la question, et puis on dit non, demandons encore à un ami. Non, parce qu'à ce moment-là, on se dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec nous, ou on n'arrive pas à trouver la juste mesure entre les deux.
Voilà, mesdames et messieurs, nous passons maintenant au deuxième sujet, c'est la reconnaissance nationale de nos héros, entre guillemets. Moi, je dis héros, entre guillemets, parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, je présente réellement mes condoléances à la famille de la regrettée Marie Missamou. Mais à part Marie Missamou, aujourd'hui, qui est partie, il y a un autre grand de ce pays qui a rendu l'âme aussi, c'est Gérard Kamandawa Kamanda. Qui se souvient encore de Gérard Kamandawa Kamanda? Eh bien, entrez dans les nets, regardez une très grande émission que Gérard Kamanda avait fait à la RTBF à l'époque de Mobutu sur le contentieux congolais, et vous comprendrez l'intelligence de cet homme. Mais la question que se pose Jean-Pierre Kayembe, pourquoi on a l'impression aujourd'hui, j'aime bien le mot impression parce que tout n'est pas vérifiable avec l'être humain, on a l'impression qu'on valorise d'une façon posthume beaucoup plus les musiciens que les grands hommes, entre guillemets, qui ont quand même apporté un plus dans ce pays. Il y en a beaucoup à citer. Hein. Par exemple, il y a le général Baouma, il y a le colonel Mamadou, il y a Lucien Chimpoupou, il y a le cardinal Maloula, il y a le père Ekwa, il y a le prof Malou, il y a le prof Kabasele. Tous ces grands noms ne sont vraiment pas connus en République démocratique du Congo. Ce n'est pas qu'on dénigre le travail des musiciens, mais on a l'impression qu'on leur donne trop d'importance et on laisse tomber les autres. Merci pour la question. Je voudrais commencer par exprimer toute ma compassion à la famille d'abord de la regrettée Marie Missamou et à la famille de maître Gérard Kamanda, que je considère à mon avis comme étant, en dehors de Jean-Marie Bomboko, qui a été l'architecte de notre diplomatie. Maître Gérard restera pour moi l'un des... Il a été aussi l'adjoint de Edem Kodjo. Hein. Edem Kodjo. Et puis, on comprend cette coïncidence et par hasard ou quoi, il meurt au moment où Kodjo est à séjour. Il faut rappeler qu'ils se sont disputés ces postes vers les années 80. Alors, il a été l'un des ministres des Affaires étrangères, l'un des ministres les plus importants, les plus influents, les plus importants de notre histoire. Il mérite les hommages de la nation, de la République. Alors pourquoi on ne privilégie pas certaines classes, certaines catégories des chercheurs et tout ça? Le musicien, moi je prends d'abord l'aspect spectacle. On sait que c'est des gens qui drainent la foule, ils sont excessivement populaires. On a vu quand l'annonce de la mort de Maître Kamanda est arrivée, à comparer avec Marie Missamou, c'était pas la même chose. Donc vous comprenez, il faut se dire aussi dans notre société, on a une société où certaines valeurs ont de l'emprise sur d'autres, mais je sais que quoi qu'il arrive, aujourd'hui la République est en train de comprendre qu'il faut reconnaître le travail fait par ses fils et filles. J'ai vu qu'on a récompensé tout récemment des musiciens. Il n'y avait pas que des musiciens parce qu'il y avait des chroniqueurs, il y avait des journalistes, il y avait des photographes. C'est des choses qu'on ne faisait pas il y a longtemps. Mais avec ce genre d'émission, nous réveillons encore de plus en plus les autorités pour que d'autres catégories socio-professionnelles soient récompensées, que des journalistes, que des écrivains, que des généraux comme Baouma. Aujourd'hui, Ndala, on demande que soit érigé à Goma, dans le Nord Kivu, un monument à sa mémoire. Donc, c'est des choses que nous devons privilégier. Mais pour ce qui est des musiciens, je ne voudrais pas... Vous avez peur de la polémique? Engager une polémique dessus. On y est déjà, ne vous en faites pas. On y est déjà. Alors, Gudule Boalia, ces grands hommes qu'on a tendance à oublier, est-ce que, parce que, je prends un exemple, papa, parce que Gérard Kamandawa Kamanda a travaillé sous Mobutu et qu'il paye ce prix-là, ou on catégorise les gens par rapport à avoir travaillé sous tel président? Oui et non. Oui, parce que en fait, il n'était plus au pouvoir, ça faisait un bon bout de temps, on n'entendait plus parler de lui. Non, parce que en fait, le problème réside dans les lois qui nous gère, qui nous dirige. Il y a eu quelque temps, on avait adopté au niveau du Parlement ce qu'on devait donner aux anciens présidents, aux anciens vice-présidents, aux veuves des présidents décédés. C'est comme ça que la femme de Kassavou, par exemple, a été payée jusqu'à sa mort. Il y a eu les héros, nos héros nationaux, la femme de Musée, la femme de Lumumba. Tous ces gens-là, il y a eu une loi qui a été adoptée pour qu'on prenne en charge leur vie. Les anciens ministres
c'est quand même des personnes qui ont servi le pays. Lorsqu'on a des lois comme ça, on ne peut pas avoir ces genres de discussions. On ne peut pas avoir ces genres de discussions. Gérard Kamanda a été un ministre des Affaires étrangères. C'est les tops des tops. Ce qui lui manquait, c'est être Premier ministre. Donc, quand vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez presque dirigé la diplomatie d'un pays. Vous êtes un Premier ministre en fonction. Alors, maintenant, ces messieurs-là, le pays lui doit beaucoup. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Alors, mais ce qui est vrai, notre gouvernement se souvient de ces personnes que dès qu'ils sont décédés. Moi, j'ai assisté au décès, à l'enterrement du professeur Bioua. On a eu toute la classe politique. Le maître de maître était là. Le professeur a eu des hommages dignes alors qu'il devait en avoir quand il était encore en vie. Je crois que ça sera la même chose aussi pour Kamanda. Je vois très mal le Premier ministre, hein, un enseignant aussi, qui a un étudiant qui est passé par des grands formateurs comme... je le vois très mal laisser qu'on enterre M. Kamanda dans des conditions inhumaines. Je vois très mal. C'est un côté de M. Matata que nous tous on apprécie. Il donne de la valeur à la personne. Je sais qu'on va le faire, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça avant, quand il était en vie? On a vu beaucoup de généraux qui circulaient ici en ville à pied, demander de l'argent par-ci, par-là, alors qu'ils ont été des premiers ministres, qu'ils ont occupé de hautes fonctions dans l'armée. Il y en a comme ça. Je crois que les pays doivent avoir des lois qui protègent ces gens-là pour qu'on commence à leur payer, d'autant plus qu'ils n'ont pas leur INSS, comme nous les fonctionnaires de l'État. Élisée Odia, vous allez renchérir par rapport à cet hommage presque absent pour ces gens qui ont servi d'une façon ou d'une autre à la République démocratique du Congo. Oui, d'abord, je crois que le jour où j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer ces grands hommes, j'ai eu quand même la chance de faire une interview avec Maître Gérard Kamanda parce qu'il a été, je pense qu'il n'est pas sorti, il a travaillé avec l'opposition républicaine, donc avec Léon Kengo Adondo, j'ai eu à l'interviewer. Par rapport à ça, j'avoue qu'en tant que journaliste, j'en revenais pas. Parce que je me disais, mais il est immense, il est vaste, mon Dieu. Mais comment moi, si petite, comment je peux me retrouver devant ce grand homme? Mais il avait toujours ce tard-là. Vous sentez, quand il parlait, vous sentez de la matière. Il n'avait même pas à forcer. Vous sentez cette intelligence qui sortait en lui, cette manière assez méthodologique, pédagogique, d'élaborer... ses idées et c'était quelque chose de formidable. Je reviens à ce que j'ai également le bonheur d'assister, en tout cas là je vais en parler, à la remise des médailles, de trophées, des mérites aux musiciens. Mon Dieu, j'étais heureux pour certains, mais laissez-moi dire que j'étais quand même déçu pour les autres. Parce que qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on a décoré certains qui ont eu à violer. Je suis désolée. Dans un pays où on lutte contre ces genres de méfaits, on vous dit aujourd'hui que Diomi Ndongala ne peut même pas faire l'objet d'une liberté provisoire parce qu'il est victime, parce qu'il a été accusé ou condamné pour viol. Et l'actuelle conseillère spéciale du chef de l'État en cette matière est intransigeante par rapport à ça. Mais j'ai vu, en tout cas, des artistes qui ont été accusés, voire même condamnés pour viol, mais recevoir. Je dis, mais tiens, il y a un problème. J'ai vu certains qui aujourd'hui sont de la génération... accorder une immunité. Je dis, mais non, il y a un problème. Là, je suis désolée, j'étais obligée de le dire. Est-ce que leur culpabilité avait été démontrée par un juge? Si, il y en a certains, on ne va pas citer des noms, mais il y en a certains qui ont été condamnés, qui ont purgé leur peine, qui ont bénéficié, mais je dis que par rapport à ça, ils devraient automatiquement être écartés parce qu'ils ne sont pas des modèles pour notre société. Il y en a qui aujourd'hui sont à la base de tous les chégués qu'on a ici dans les rues de Kinshasa. Rien que parce qu'ils ont eu à dire à un certain moment Chancelo Kupamba. Et je crois que tout le monde ici à Kinshasa, ou à l'intérieur du pays, pense qu'il suffit de ne rien faire, s'attendre à une providence divine pour arriver à réussir. Je crois que c'est ce qui arrive. Donc c'est ça, on ne travaille pas, on n'étudie pas, on ne renchérit pas, mais on se dit oui, un jour ou l'autre, le bon Dieu fera grâce et ça peut me permettre. Je dis, mais par rapport à ça, au-delà d'une reconnaissance matérielle, d'une reconnaissance, cette reconnaissance d'ordre financier ou à titre posthume, je crois qu'il faudrait qu'on puisse étudier, qu'on puisse enseigner
nos intelligences, nos références, nos modèles. Moi, je suis une femme. On ne m'a pas enseigné la première femme qui a obtenu sa livre, c'est Madame Sophie Kanza. C'est Madame Sophie Kanza, la première journaliste d'ailleurs, non, la première femme ministre. Ministre d'ailleurs intellectuelle, si on peut aller plus loin. Universitaire aussi. Mais quand vous allez dans nos manuels scolaires relatifs à l'histoire, on ne nous l'enseigne pas. Il faudrait peut-être arriver à un certain niveau pour arriver à chercher, pour savoir qui était ça. Je crois, au-delà de ce côté-là matériel, argent qu'on peut donner, au-delà de cette reconnaissance posthume dont ces gens font souvent l'objet, il faudrait qu'on puisse écrire notre propre histoire. J'aimerais qu'un jour, qu'on puisse mettre ces gens-là, actualiser nos manuels. Dites-nous, j'aimerais bien qu'on parle, vous avez cité le savant Malou. Ben oui, je le cite parce qu'il avait travaillé avec mon père. Je sais ce qu'il vaut, je savais ce qu'il valait. Mais qui connaît ce qu'il est arrivé à faire? Le professeur Kabasele, à part c'est la faute des médias aussi. Là aussi, on nous devons nous condamner. Qu'est-ce que nous montrons à la télé? Nous ne montrons que ce qu'ils voient. C'est pour ça que vous avez des engouements pour la mort de Madame de Marie Nissamou. Parce qu'ils ne voient qu'elle pendant des heures et des heures à la télé. Ils ne voient que Kester, ils ne voient que Essobé, ils ne voient que je ne sais pas moi quoi. C'est normal quand ces gens-là meurent. Vous allez demander à cette génération aujourd'hui qui est Gérard Kamanda. Est-ce que le pays, on a eu même le temps un jour de revenir sur ces documents dont parlait Paulette aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que la télé montre? Qu'est-ce que la télé On a notre part de responsabilité, mais ça doit commencer par la base. Si, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, la reconnaissance, ça existe, ça existe, c'est racheté à l'enseignement. Mais ça fait une année, on n'en parle plus. C'est fini. Mais je crois que la reconnaissance de nos vaillants héros, de nos intelligences, fait partie de la citoyenneté. Si on peut inclure ça dans la réforme de l'éducation, ça sera une bonne chose. Parce qu'on navigue à vue. On peut vous dire qui a inventé la téléphonie mobile, on va dire Graham Bell. Tout le monde connaît. Mais personne ne connaît ce que le Congolais a eu à inventer. Et c'est ça aussi le problème. Je crois qu'il y a un problème, on doit parler de ça, revaloriser ce genre-là, essayer de les immortaliser. Mais il y a eu les états généraux de l'éducation qui ont eu des résolutions pour qu'on puisse reprendre avec le civisme et l'éducation familiale. On n'a jamais appliqué cela. Quand je dis que l'initiation à la nouvelle citoyenneté n'existe pas, c'est quelque chose, cela fait 2 ans qu'on parle de cette théorie. Mais dites-moi quelle est l'école qui a repris avec le civisme ou qui a repris avec, ne fût-ce qu'au niveau primaire. On a commencé, à part le salut au drapeau, on a commencé aujourd'hui une nouvelle expérience. Non, on devait commencer. Ça fait 2 ans qu'on tourne sur ça. Cette année au moins, on a fait un pas de plus. Nous allons maintenant chuter par... Parce que c'est des programmes qui doivent être élaborés. On doit attendre 2 ans pour appliquer quelque chose. Dès qu'on commence, on attend 2, 5, 6 ans. Nous, avec le temps, un programme scolaire se travaille, s'élabore et demande on devait commencer cette année. Ces spécialistes-là ont eu 2 ans à travailler. Donc, imprimer ces manuels, ça prend généralement du temps. Des chapelets de slogans qu'on n'arrive pas à appliquer. Alors, accepter que la population fasse ce qu'elle voit. Et comment on met la dague du ça vient. Donc nous allons terminer par ce dossier que nous avons entre nous, journalistes, et les hommes politiques. Et nous n'allons pas mâcher nos mots parce que là, ça commence à trop bien faire. Nous avons suivi hier dans les réseaux sociaux, nous qui sillonnons les réseaux sociaux, cet échange entre un politique, et je ne mâche pas mes mots, il s'agit de Claude Machala et le journaliste de la RTVS 1, Bajakira, je crois. Boujakira. Stani Boujakira. L'échange des mots, je ne pouvais même pas le mettre parce qu'on m'a conseillé, on m'a dit, Paulette, ne balance pas cet échange-là, c'est trop violent et c'est trop vulgaire pour cet homme-là, ça ne lui fera pas du bien, mais nous devons en parler quand même de la politesse ou de l'échange entre nos hommes politiques et nous. Alors, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que si vous n'avez pas le même point de vue qu'un homme politique, doit-il vous injurier ou vous menacer? Encore qu'il faut savoir que c'est un journaliste qui a été victime de cette barbarie, des propos crus,
qui frise... la vulgarité, il faut pas... La vulgarité, je veux le dire. C'est vulgaire. C'était vraiment choquant quand j'ai suivi cet audio. Au-delà même du fait que Bouchakira est journaliste, mais la liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution. Du choc d'idées jaillit la lumière. Donc, la contradiction est permise. C'est un débat d'idées. Il dit ce qu'il pense, vous dites ce que vous pensez, à l'opinion des jugés. Vous n'avez pas à débiter des insultes. Lui rappeler ce qu'il a dit dans cet audio. Claude Machala, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais là, je crois qu'il a poussé le bouchon un peu plus loin. Que tous on sait que les insultes sont dommageables, sont punissables dans notre législation. Je suis sûr qu'au niveau de la corporation, il faut qu'il y ait une action de grande envergure. Parce qu'on sent que désormais, quand on est contre les dialogues, désormais, quand on est contre ceci, cela, on s'attire la colère de certains caciques. Moi, je veux sur Internet quelqu'un de la majorité dire comment expliquer que les journalistes qui travaillent pour des médias proches du pouvoir prennent des positions anti-Kabila sur les réseaux sociaux. Ils oublient que le journaliste, au-delà du fait d'être tenu par sa ligne éditoriale, il lui est permis aussi le fait de mettre un commentaire, un point de vue sur les réseaux sociaux. Ça n'engage que moi. Et donc, ce qui s'est passé avec Claude Machala, qui s'est trouvé être un des hauts cadres du PPRD, je crois que c'est regrettable et ça rappelle, malheureusement ou curieusement, l'épisode Yves Kissom est toujours avec une journaliste de la RTVS. Et finalement, je me demande si le sort n'est pas en train de s'acharner sur cette télévision de l'ancien Premier ministre Mozito. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il faut que la corporation s'élève et dise non à ces dérives. C'est intolérable. Le journaliste ne mérite pas ça. Le journaliste, comme on l'a dit, pour ses intelligences, pour ses héros, pour ses personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous aussi, on écrit l'histoire du pays à notre manière. Et nous méritons respect, nous méritons estime, nous méritons considération parce que la plupart, nous avons accepté de sacrifier notre jeunesse, sacrifier notre vie, renoncer à certains avantages sociaux pour informer le public. Et pour ça, on a besoin de la considération du public, pas qu'un politicien qui se sent lésé. Parce que le réseau social, c'est une tribune populaire. Mais exprimez votre point de vue, vous êtes en contradiction avec moi. Mais dites ce que vous pensez. C'est un débat d'idées qui ne rappelle pas des insultes. Et des insultes de quel genre? Et des menaces. Hein? Des menaces. Donc on sent une sorte de retour du moboutisme sans Mobutu. Et ça, moi, je ne peux pas les cautionner. Je ne peux pas les cautionner. Oui, quelqu'un doit faire la comparaison. Est-ce que ce n'est pas notre faute aussi? Parce qu'on dit que non, vous les journalistes, vous exagérez aussi, vous êtes trop amis avec les politiques, c'est pour cela qu'il y a trop de rapprochements, trop de tout ça, et puis il se permet de vous dire n'importe quoi, et vous ne faites jamais rien. Et qui est journaliste dans ces pays qui ne l'est pas? Eh bien, c'est ça aussi le problème. Bon, pour cette fois-ci, je pense qu'on ne doit pas aller dans ces sens-là, parce qu'en fait, il y a eu d'abord des attaques contre un confrère. Le reste, on peut les gérer entre nous. La démarcation entre un politique et un journaliste, c'est tellement minime qu'on ne peut pas ne pas être leur ami. Ils sont aussi nos amis, ils le cherchent aussi. Donc, eux aussi font tout pour être nos amis. Ce n'est pas seulement nous qui cherchons à être leurs amis. Mais je pense que cette fois-ci, on doit quand même arriver à prendre une mesure qui fera que les autres aussi aient peur de faire la même chose comme M. Machala. J'aurais bien voulu qu'il parle au journaliste à côté, mais pas l'appeler au téléphone et le menacer, quel que soit ce que le journaliste a fait. Je me dis qu'on peut dire aujourd'hui, mais non, mais qu'est-ce que le journaliste a fait pour que lui arrive à se fâcher, même si il n'avait pas le droit de menacer et dire à quelqu'un, écoutez, pour régler ton problème, ça ne va pas me prendre toute une journée. Mais si le soir, le gars tombe sur des bandits qui les tuent, hein, alors que ce n'est pas vous. On voit tout ça dans les films, mais c'est vous qui allez porter la responsabilité. Monsieur Machala, c'est un parent, il a des enfants. Est-ce qu'il peut accepter qu'on dise ça à son fils? Même s'il est avocat ou il est journaliste, il peut accepter. Ces garçons-là ont des parents.
Et vous parlez, et vous dites à cet enfant-là, dans une journée, je peux finir avec vous. Non seulement vous le lui dites au téléphone, vous lui faites ça encore en texto. Là, ça ne va pas. Je crois que cette fois-ci, nous devons nous lever tous en bloc pour lui dire non. Et pour moi, j'estime qu'on doit lui dire, écoute, notre amitié doit s'arrêter là. Comme on ne peut pas être des amis, tu n'utilises pas les médias. Et nous aussi, on ne t'invite pas. Pendant un bon moment, on doit leur faire comprendre. Oui, un petit embargo lui fera un peu du bien. Ça va l'aider à avoir encore, à se calmer, à avoir plusieurs idées qu'il viendra donner lorsque... Il viendra tous nous menacer peut-être. Ben voilà. Hein, parce que si aujourd'hui c'est Jean-Pierre qui le reçoit, si Jean-Pierre le reçoit, demain il peut faire la même chose aussi à Jean-Pierre. Si c'est toi, Élisée ou moi. Donc j'espère je pense qu'on doit lui donner un petit embargo, ça lui fera du bien. Oui, Élisée Odia, par rapport à ça, notre part de responsabilité, comment doit-on gérer des crises pareilles? Parce que je crois que c'est la deuxième fois que ça nous arrive, des injures comme ça, on nous prend vraiment pour de moins que rien. On a révélé, peut-être il y en a... Par rapport à Machala, je crois que c'est un récidiviste, je crois que nous, même ici, on a eu à faire face à, j'allais dire, à la folie mais passez-moi l'expression, ou à la foudre, ou à cette folie qu'a tendance à exercer M. C'était par rapport à Ambroise Mamba. Ambroise Mamba. Salut à toi, on l'a tué. On l'a tué, je crois qu'on a dû faire face. Et à l'époque, on l'a pris sur nous. À l'époque, on l'a pris sur nous. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus possible. Quand quelqu'un est récidiviste comme ça, si on te pardonne une première fois, une deuxième fois, ça devient de l'habitude. Donc, on ne peut pas continuer à cautionner de telles personnes. Non, et je crois que même la politique n'a pas besoin de ces genres, même au niveau du PPRD. Je crois que c'est pas, parce que vous parlez de Yves Kissombe qui est maintenant au PPRD, c'était pareil. Claude Machala, je crois que ça commence à faire un peu trop au niveau du PPRD. Doit un peu revoir, ça risque quand même de ternir. C'est cadre, c'est communicateur. Voilà, en plus, il dit qu'il est cofondateur. Voilà, en plus, mais il est communicateur, il passe en tant que communicateur du PPRD. Donc c'est les il en fait un peu trop, et que je crois que comme l'a dit Dada, on doit lui donner un petit embargo. Je crois qu'il n'a pas besoin de nous. Et il faut le faire voir que, voilà, comme ils peuvent tous, il faut le faire voir que nous aussi, je crois qu'on peut bien continuer à exercer notre métier sans lui. Je crois qu'on réussira à s'en sortir sans lui. Voilà. C'est pas impossible. En tout cas, ceux qui ont peur de ne plus recevoir Claude Machala, je tiens à vous rassurer que vous pouvez continuer à rester journaliste et à vivre aisément et paisiblement sans pour autant qu'il passe sur votre plateau. Et vous aurez d'autres communicateurs du mieux que lui, qui viendront d'ailleurs. Je pense que l'embargo ne sera pas vite levé, comme ce fut le cas. Souvenez-vous. Il y a cette conscience des journalistes qui doivent agir. C'est pas seulement par... C'est toi-même en tant que journaliste, il ne faut pas te dire que non, c'est venu. Ça peut t'arriver aussi. On voit des politiques tonner sur des journalistes, ça ne se fait pas. On est des partenaires. On peut devenir des amis, mais on collabore ensemble. On ne peut pas outrepasser. Si moi je vous respecte, vous me devez de respect. Parce que je forge votre image également. Nous sommes ceux qui je fais passer vos messages. Alors s'il vous plaît, moi c'est cet appel. Passez-vous de M. Claude Machala. Le métier et la corporation ne va pas en souffrir. Et puis, Paulette, ça ne fait pas du bien au président de la République. D'avoir des personnes comme ça. Pendant cette période, avoir des gens qui viennent, qui passent, qui se mettent à menacer la presse. Et après, on fait rapport, j'aide fait rapport, on écrit qu'on est en train de maltraiter de journalistes. Ça ne va pas retomber sur des gens comme M. Machala. Ça retombe sur les présidents de la République, sur son bilan. Alors, des gens comme ça, un petit vacances à la télé, dans le journal, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous les journalistes, nous avons en tout cas tranché un petit embargo pour M. Claude Machala, ça lui fera du bien. J'espère que vous n'allez pas nous menacer parce que on attendra que ça. Et voilà, nous avons GED avec nous et nous avons, je crois, l'autorité et le ministère de tutelle avec nous. En tout cas, les menaces, on en a par-dessus le marché. Voilà, mesdames et messieurs, c'était vraiment la fin de cette émission pour ce mercredi. Merci à Jean-Pierre Kayembe de la RTGA, merci à Gudule Boalia de l'Objectif et de la RTNC et merci à ma consoeur Élisée Odia de Congo Web Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui a contribué à ce que cette émission puisse bien être réceptionnée chez vous. Et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. L'émission continue là-bas et nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain. Au revoir.